Quand j'entends le mot RSE, je vais vous l'avouer, chers auditrices et auditeurs, j'ai envie de sortir la boîte à claques. Car très souvent, RSE et communicant riment avec greenwashing. Oui, même en 2026, si, je vous l'assure. Alors, grâce à Jean-François Granat, mon compère lyonnais, le gone de la com, j'ai eu le plaisir de rencontrer Sophie Huguier, qui est consultante en communication et en RSE, et qui est une ancienne directrice communication. Ah, intéressant. Et si je vous dis que Sophie est scientifique de formation, une chercheuse, là, elle est encore plus intéressante. En somme, dans cette première partie d'épisode, vous allez découvrir que la RSE n'est pas synonyme de pipeau ou de rapport pénible que personne ne lit. La RSE peut être incarnée, peut être expliquée, peut être vulgarisée, et figurez-vous qu'elle peut devenir absolument passionnante. Dès lors, je ne saurais trop vous inviter à écouter cette première partie d'épisode en compagnie de Sophie Huguier et de Jean-François Granat. Et quant à moi, je suis toujours Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Très très bonne écoute et vous allez découvrir la RSE sous un angle beaucoup plus sympathique qu'à l'habitude. Vous avez ma parole. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Jean-François. Bonjour Laurent. Comment ça va ? Très bien et toi ? Un peu matinal ce matin, hein, très matinal. Je suis matinal mais j'ai mal, alors sachez, chers auditrices et auditeurs, vous l'avez compris, que nous sommes à Lyon avec Jean-François Granat. Je te remercie encore une fois pour cette invitation. Bienvenue à Lyon, Laurent. Absolument, magnifique ville. Nous avons festoyé hier et nous nous sommes encore réveillés. Enfin, je me suis encore réveillé très très tôt, mais ce n'est pas pire que 4 heures. Jean-François, je ne vais pas raconter ma vie ici, mais aujourd'hui nous allons parler communication, ça tombe bien. Et puis on va parler aussi de durabilité, de RSE. Exactement. On veut parler de marque aussi, de création de marque. Et j'avais envie que nos auditeurs puissent échanger avec Sophie Huguier. Sophie qui a été directrice communication et RSE d'Arkema. Et donc, on va parler com et RSE. Aussi, peut-être faire tomber quelques idées préconçues sur la communication RSE. Et puis, Sophie, elle a créé presque 3 belles marques. Donc, ce sera l'occasion aussi de parler avec elle de création de marque. Et en tout cas, Sophie, merci de nous accueillir. Écoutez, je suis ravie de vous accueillir. Donc bonjour Jean-François, bonjour Laurent. Et c'est avec un grand plaisir que je suis là aujourd'hui pour parler de ces sujets avec vous. Merci Sophie. Je crois qu'au départ, en fait, tu n'étais pas du tout communicante. Tu as une formation de chimiste, c'est ça ? Oui, absolument. Donc moi, j'ai eu la chance finalement d'exercer plusieurs métiers dans ma carrière, en commençant effectivement par de la chimie. Je suis chimiste. À Toulouse, c'est ça ? Voilà, donc j'ai fait des études d'ingénieur chimiste à Toulouse et que j'ai complété par une thèse faite à Marseille parce que ma première envie, c'était de faire de la R&D. Et la R&D, ça m'a permis un certain nombre de choses. Et par exemple, j'ai fait de l'analyse. Et l'analyse, ça aide à comprendre tous les problèmes, par exemple, plus tard, on verra, de pollution. Quand on parle de pollution et d'analyse, moi, je sais de quoi ça parle. Donc ça m'a donné plus tard, en communication et notamment vis-à-vis des journalistes, une vraie légitimité parce que je connaissais les sujets dont je parlais. Et une crédibilité, ce qui très souvent, lorsqu'on fait de la communication, on va en parler évidemment avec Jean-François et surtout toi, il y a toujours ce côté un peu, tu le disais en introduction Jean-François, et même moi, au bout de 25 ans de métier en agence de communication, dès qu'on parle de développement durable, de durabilité, c'est les noms changent, de RSE comme on le connaît plus, on a toujours peur du pipeau. Alors on va dire une seule fois greenwashing, c'est la première et dernière fois, mais c'est toujours un peu pénible, et je vais te l'avouer, je suis toujours très agacé par des gens qui font de la communication autour de la RSE, qui n'y connaissent strictement rien, et qui ne font que des rapports d'activité un peu green, pas très intéressants, alors que toi tu as enfin une vraie crédibilité, et d'autant plus que tu as travaillé dans des industries qui sont lourdes, au sens le plus noble du terme. Sophie, on a parlé de ta formation, bravo pour Toulouse, la plus belle ville du monde, parce que j'y suis né et que j'ai vécu.
Bravo, alors nous avons un point commun. Un pays où ils mangent des chocolatines au lieu de manger des pains au chocolat. Non, c'est le vrai pays de la chocolatine. Merci. Alors, sachez-le, chers auditrices, auditeurs, vous l'avez enfin compris, la chocolatine et non pas le pain au chocolat. Je reviens à toi. Sophie, tu n'es pas communicante initialement. Tu as un vrai background de recherche scientifique. Comment tu arrives à la com ? Alors, j'ai effectué deux postes d'abord en tant que chercheur, ce qu'on appelle faire de la synthèse, où on va concevoir des molécules. Voilà. Et puis, le deuxième poste, c'était de faire de l'analyse, d'analyser justement les résultats de recherche. Et ensuite, j'ai dirigé un service de documentation pour les chercheurs. Parce qu'à l'époque, c'était encore le b.a.-ba et même Internet n'existait pas. Et donc, il était important, quand on est en recherche, de connaître l'art antérieur. On ne va pas redécouvrir ce qui a déjà été inventé. Et donc, on a besoin, quand on est chercheur, de consulter l'art antérieur. Et donc, des bases de données spécifiques, qui comprennent tous les brevets qui ont été déposés ou des articles universitaires. Et donc, moi, j'ai dirigé un centre de recherche, un centre de documentation pour faire ces recherches-là. Mais c'est un boulot de fourmi, si je puis dire. Heureusement, alors il y a la recherche sur papier, oui, à l'époque, il y avait encore des recherches... il n'y avait pas l'IA il n'y avait pas l'IA, il n'y avait rien du tout. Il y avait des microfiches, donc il fallait connaître, avoir à l'avance sélectionné les ouvrages correspondant aux thématiques du centre de recherche. Et puis, il y avait également, on était quand même à l'ère, entre guillemets, de l'ordinateur, donc on avait des bases de données spécifiques sur lesquelles on faisait quand même des recherches. Donc tout n'était pas qu'à la main, fort heureusement. Il y avait quand même déjà les ordinateurs. Alors rassurez-vous, Sophie n'est pas Yoda, elle n'a pas 800 ans. Que ce soit très très clair. Je te charrie à peine, mais tu as une très belle écharpe, entre autres verte. C'est pour cette raison que je disais ça. Mais un travail finalement de chercheuse, tu diriges un centre de documentation. Et comment arrive la communication ? Là, je vois évidemment la jointure, mais la communication, comment elle te tombe dessus ? Alors, comment elle me tombe dessus ? C'est-à-dire qu'au moment où il y avait ces bases de données, eh bien, on a eu la naissance d'Internet, d'accord ? La naissance au niveau du web, bien sûr. On va parler du web, voilà, puisqu'il y a eu plusieurs étapes dans la notion d'Internet. Et on a commencé à voir émerger, rappelez-vous, les premiers sites web et les premiers intranets. On est vers 96, 95, 96 ? Oui, c'est ça à peu près, voilà, c'est ça. Et donc, tout de suite, finalement, ces bases de données, au lieu d'être juste aux mains des documentalistes, on les a mises en libre service via des intranets pour les chercheurs. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Ça, c'était la première partie. Et la deuxième partie, on m'a demandé, donc les dirigeants du centre de recherche où j'étais, de promouvoir le centre de recherche auprès des chercheurs du groupe. Parce que comme on avait un centre de documentation qui était à la pointe, on offrait des services pour l'ensemble du groupe ELF à l'époque. Donc, il était important de communiquer à l'ensemble de ce groupe. Et donc, c'était de la promotion interne, en fait. La promotion interne, voilà. Et on m'a demandé, comme souvent en communication, de commencer par les outils. Donc, on m'a dit, Sophie, est-ce que tu peux faire la plaquette du centre de recherche ? Voilà comment ça a commencé. Tu l'as fait toi-même avec tes petites mains ou tu as une personne qui fait de la PAO, comme on disait à l'époque ? Alors non, j'ai fait, on va dire, comme d'habitude, tout le contenu, mais toute la partie graphique a été évidemment sous-traitée à une agence parce que personne n'avait les compétences en interne. Et comment on se débrouille quand on n'y connaît rien ? Enfin, j'imagine que tu connaissais rien au print, tu connaissais rien à la PAO, tu connaissais rien au monde des agences. Comme j'appartenais à un groupe où il y avait une direction de la communication, qui était en centrale, qui était au siège social, mais je me suis appuyée sur ces équipes-là qui, eux, avaient déjà fait ce type d'outils. Et donc, j'ai pris conseil auprès de ces personnes-là, parce qu'après, il y avait tout un groupe de communicants qui était créé par cette direction de la communication, qui était à Paris, et moi, j'étais à Lyon. Et donc, c'est grâce à cet appui de la communication du siège, c'est-à-dire comme centrale groupe, que j'ai pu réaliser cet outil. Et ça se passe bien, visiblement, parce que tu es encore dans la communication dans quelques années après. Voilà, exactement. En fait, pour tout vous dire, j'ai découvert entre l'intranet et puis cet outil, moi j'ai découvert ce monde de la communication que je ne connaissais pas. Honnêtement, quand on fait des études d'ingénieur, on vous en apprend pas du tout. Si je puis me permettre, tu seras d'accord avec moi, Jean-François, tu as fait des études techniques avant d'avoir fait une école de commerce comme moi. Quand on vient du monde de la recherche, quand on vient du monde du scientifique, où là, c'est carré, si je puis dire. Non pas que le métier de la com ne soit pas carré, bien évidemment.
Mais tu t'es pas pris une énorme claque, ou au contraire, peut-être que tu t'es dit « Waouh, je découvre un truc que je ne soupçonnais pas et qui est au final absolument génial. » En fait, moi, j'ai trouvé ça génial parce que je me suis toujours confrontée au problème de faire comprendre ce que je faisais. Quand on me disait « Qu'est-ce que tu fais dans ta thèse ?» Je disais il y a deux solutions. Soit je vous donne le titre de ma thèse et à ce moment-là, les gens, évidemment, ne comprenaient rien. Soit j'essayais par la pédagogie, parce que ça fait partie aussi de mon ADN, d'être pédagogue, de transmettre. Je fais une petite parenthèse, j'ai commencé par être monitrice de voile, vous voyez, dans ma vie d'étudiante, bref. Mais la transmission, la pédagogie sont des choses aussi qui m'animent. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de transmettre et de faire comprendre. Et donc, la communication m'a dit, mais en fait, c'est comment on arrive à transmettre, à clarifier, et du coup, la naissance du message adapté à la cible. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, ça rappelle plusieurs choses. D'abord, c'est l'importance du message. Et il faut déjà avoir un message, quelque chose à raconter. Il faut connaître ce qu'on raconte. Et puis aussi que la vulgarisation, notamment la vulgarisation scientifique, c'est pas s'appauvrir. Et c'est souvent un peu le sentiment pour moi, pour avoir bossé avec des chercheurs, c'est quand on leur dit vous allez faire de la vulgarisation, et bien en fait ils savent pas faire parce que ils ont dans leurs études l'habitude d'expliquer des choses très complexes et on valorise le fait qu'ils expliquent des choses très complexes. C'est normal, c'est ce que tu dois faire dans des études. Et ils ont l'impression que quand il faut expliquer simplement ce qu'ils font, et ben c'est dévalorisant pour eux, alors qu'en fait c'est ce qu'il y a, je pense, de plus compliqué. Et moi, pour avoir bossé avec des chercheurs, notamment dans la chimie, quand je leur disais tiens, j'ai vu une conférence sur YouTube, une conférence de Pierre-Gilles Degène qui était prix Nobel de chimie. J'ai dit je comprends tout ce qu'il fait, c'est génial son truc. Et il me disait mais non, le mec il est prix Nobel de chimie. Il dit même nous là dans le labo de R&D, on a tous fait des études de chimie, même très avancées, on comprend absolument pas ce qu'il fait. Je dis moi je regardé et j'ai tout compris. Alors qu'en fait il avait une capacité à vulgariser qui était hyper impressionnante. Mais même motif, même punition pour Étienne Klein aujourd'hui. Absolument. Exactement. J'ai entendu il n'y a pas très longtemps, j'ai assisté à encore une conférence au mois d'octobre. Quand tes collègues de la com se disent waouh, on en a trouvé une qui a une vraie pédagogie, parce que je me doutais que tu allais avoir ce côté pédagogue, parce que expliquer des choses extrêmement complexes, comme l'a dit Jean-François, c'est pas si simple, mais c'est le job de la communication. On traduit des choses, parfois pénibles, parfois complexes, de manière, allez, je vais pas dire sexy, parce que cela on rentrerait dans les clichetons à 2 €, mais en tout cas intelligible. Quand tes collègues se disent, mon Dieu, on a une pépite, et en plus ça te plaît, on te fait une proposition, on te fait passer à un niveau supérieur, qu'est-ce qui se passe sincèrement ? En fait, là, c'est plus un concours de circonstances qui a fait que c'est moi qui ai proposé mes compétences. En fait, il y avait une grande restructuration. Alors, c'était à l'époque, je refais un peu le fil de l'histoire, mais le groupe Total a absorbé le groupe Elf. Et donc, évidemment, les branches chimiques qui étaient des filiales de ces groupes pétroliers ont fusionné, d'accord ? Et il y a eu donc un certain nombre de restructurations. Et à ce moment-là, le groupe, moi j'étais basé en région Rhône-Alpes, était devenu énorme. Il y avait une grande confusion et j'ai eu envie vraiment de... Mon poste au centre de documentation allait être supprimé et je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie de faire ? C'était important. Et j'ai dit j'ai envie de faire de la communication. Et donc j'ai postulé, j'ai été voir mes collègues de la communication centrale à Paris, j'ai aussi argumenté en local et finalement j'ai eu un poste qui a été créé. Tu as pas peur à ce moment-là en disant mon poste va être supprimé suite à tout ce capitalisme qui s'avale et se déglutit? Tu t'es pas dit mon Dieu mais qu'est-ce que je vais faire? Non, au contraire. En fait, il s'est trouvé que mes différents postes que j'avais eus, ça m'avait été imposé, mes changements. Et là, je me suis dit non, maintenant c'est moi qui prends mon destin en main. Et donc, j'avais très très envie de faire de la communication et j'ai plutôt saisi ça comme une opportunité. C'était quand même ça qui était important. Je me suis dit, mais ça va. J'ai été voir le directeur du centre de recherche. Il me dit, écoute Sophie, je vais continuer à restructurer. Je vais sans doute supprimer ton poste. Réfléchis. Si tu as envie de faire quelque chose, dis-le. Donc, finalement, ça s'est passé comme ça. Et c'est comme ça que j'ai eu un poste communication rattaché à la DIRCOM Centrale Groupe Monde, mais basé en région Rhône-Alpes à Lyon, parce qu'il y avait un gros travail de coordination à faire.
Il y avait un gros travail aussi de vulgarisation et de valorisation de la chimie dans la région. Enfin, la région de Lyon, c'est historiquement une grosse région de chimie. Et donc, il y avait un gros travail de valorisation de la chimie auprès de plein de parties prenantes, c'est ça ? Voilà, exactement. Pourquoi ? Parce que, alors rappelons un peu les dates, hein, ça peut resituer certaines problématiques, et notamment au moment où j'ai commencé, c'était en 2002, cette partie-là, et en 2001, on a eu la catastrophe AZF. Juste pour vous resituer, avec vraiment un rejet complet de l'industrie chimique. Et donc, il a fallu évidemment lancer, et vraiment, je me suis lancée là-dedans avec j'ai beaucoup aimé relancer le dialogue parties prenantes, parce que l'objectif, c'était d'améliorer l'acceptabilité sociétale de la chimie. Il fallait faire comprendre à toutes les parties prenantes environnement que oui, il y avait des risques, bien sûr, que la chimie, bien sûr, avait une démarche pour maîtriser ces risques, mais qu'il y avait aussi des aspects positifs. Et donc, j'ai commencé beaucoup à travailler sur ces sujets-là. Ça t'a amené même à faire un programme, je crois que moi je l'ai connu quand j'étais dans la chimie, qui s'appelait Mission à Carbon City, c'est ça ? Alors ça, c'est un petit peu plus tard. Au début, ce programme qui était spécifique, donc l'entreprise s'appelait Arkema à l'époque, enfin ça s'appelle toujours, mais c'était devenu Arkema, ou ça allait devenir, pardon. On a lancé un programme de dialogue de proximité qui s'appelait Terrain d'entente. Donc ça a commencé comme ça, et pour moi, c'était vraiment important d'aller discuter, même lors de cafés-débats, etc., avec des gens qui étaient opposés. Et c'est là où tout mon sens de la vulgarisation a pu faire comprendre, quand il y a un jeune qui vous dit, un lycéen qui vous dit, mais les usines, il faut les mettre dans le désert, parce que comme ça, on est sûr qu'elles vont pas avoir des impacts négatifs sur les populations. Vous posez des questions aux jeunes, vous lui dites, voilà, alors comment on va construire cette usine, comment vont aller travailler les gens, comment on apporte de l'eau, etc. Du coup, pour faire réfléchir. Et voilà, c'est des moments que j'ai beaucoup aimés pour vraiment faire comprendre. L'objectif, c'est de faire comprendre. Rien n'est parfait, tout n'est pas rose, mais que l'important, c'était de comprendre là où il y avait des gros progrès à faire et quels étaient les plans d'action pour s'améliorer et quels étaient aussi les bénéfices. Ça, c'est important. Il y avait d'ailleurs, je me souviens, je crois, une étude qui avait été faite sur la différence de perception entre le mot chimie et le mot chimique. J'avais trouvé ça super intéressant. Tu peux peut-être nous en parler ? Oui. Alors, c'est vrai que là, ça avait été piloté par la branche professionnelle de la chimie, qui disait effectivement que, à la suite de cette étude, on s'aperçoit que le mot chimie est plutôt bien perçu comme étant source de progrès, d'innovation. Tout le monde se souvient de ces petites expériences de chimie amusantes. Par contre, l'adjectif chimique a une connotation très négative. Quand on parle de produits chimiques, évidemment, ça a une perception négative. Donc tous ces sujets-là, on les a travaillés avec pas mal de monde. Et c'est à ce moment-là que tu as commencé un peu à mettre le pied dans ce qui allait devenir la RSE. Au début, c'était plutôt du développement durable, de l'environnement surtout. Et je crois que ça a commencé aussi chez Elf ou chez Arkema. Alors, à l'époque, oui, on sait plus tôt parce qu'il y a effectivement un certain nombre de changements, mais effectivement, là, c'était en 2003. Là, j'ai participé au premier séminaire développement durable interne de Total. On a mis en place plusieurs projets pilotes et moi, j'ai piloté celui de la chimie. L'idée, c'était de définir qu'est-ce que le développement durable pour une usine de chimie. Et donc ça, j'ai piloté ce projet et c'était vraiment intéressant parce qu'on a pu montrer, définir ce que c'était que la maîtrise des risques en matière de sécurité, en matière d'environnement. Ça, c'était très important parce que c'était des sujets, la sécurité, qui étaient déjà évidemment pris en compte depuis longtemps. Mais là, évidemment, on est passé à un cap supérieur, ce qui était absolument indispensable. On s'est aperçu aussi que au bout de quelques années, que la préoccupation de la sécurité a été supplantée par la préoccupation de l'environnement, puis la préoccupation de la santé. Donc là, on a vu tout au long du fil des années de ce dialogue de proximité, donc cette communication avec les parties prenantes locales, les écoles, les mairies, les riverains, etc. Comment ça portait ses fruits et comment les attentes de ces parties prenantes évoluaient. Comment on passe de la sécurité, tu parlais d'AZF, c'est 2001, c'est septembre 2001 à Toulouse, malheureusement. Tu nous parles de 2003, donc on est quelques mois après AZF. Donc je comprends parfaitement la problématique de sécurité pour les riverains, pour toutes les parties prenantes. Quand est-ce que tu vois le basculement vers véritablement l'environnemental ?
Alors, pas tout de suite, parce que quand on a commencé, il fallait d'abord rassurer sur la sécurité. C'était quand même le premier point. Donc, ça a mis quelques années, peut-être 4-5 ans, on va dire. Ah oui, parce que c'était quand même... Ça avait été... Enfin, rappelons-nous le traumatisme de cette catastrophe. Et d'ailleurs, juste une parenthèse, c'était aussi le traumatisme pour nous, salariés de l'industrie chimique, parce que c'était des collègues, des gens qu'on connaissait, dont certains sont décédés. Donc, ça a été un traumatisme aussi, évidemment, pour nous. Et puis moi, en tant que Toulousaine, bien sûr, forcément. Voilà, donc il a fallu un certain temps, il fallait que et on l'a dit tout à l'heure, que le discours soit crédible. Donc on a adopté aussi une posture d'humilité, c'était très important. Parce que oui, il y a des accidents, mais le but, c'était de tendre, et c'est toujours de tendre vers le zéro accident, mais le zéro accident n'existe pas. Donc, voilà, c'est toute cette pédagogie qu'il fallait faire passer. Et on a organisé beaucoup de visites d'usines. Il y a eu des journées portes ouvertes et des choses comme ça. Il y a eu des classes industrie, énormément d'actions pour répondre à ces attentes. Donc là, c'est une sorte de gestion de crise a posteriori sur essayer de rassurer, être transparent et communiquer. En fait, c'était de la communication de proximité, on va dire. Oui, alors tout à fait, je trouve que tu as donné un mot qui est vraiment très important, c'est la gestion de crise. On s'est aperçu que, évidemment, c'était plus qu'une crise, on appelait ça une catastrophe AZF. Et donc, mais ça nous a fait réfléchir à la gestion de crise et que, on le sait aussi, un des secrets d'une bonne gestion de crise, c'est l'anticipation. Et donc, il faut travailler sa communication à froid pour pouvoir être efficace en communication à chaud. Alors justement, rentrons un peu dans le détail. Il y a deux spécialistes de la communication de crise. Bon, tu as parlé de catastrophe AZF. Encore une fois, toi et moi sommes toulousains. On a tous connu malheureusement des gens qui ont vu leur fenêtre exploser. Il y a même eu le gardien de but du Toulouse Football Club à l'époque qui a sauvé sa gamine parce qu'il y a eu une explosion juste à côté. Et la gamine elle devait avoir 4-5 ans, elle était tout près d'une fenêtre. Il a un réflexe, c'est un gardien de but, il sauve sa gosse. Donc, comprenez bien, chers auditrices et auditeurs, si vous avez 20 ans, vous ne savez pas ce que c'est qu'AZF, et j'espère qu'on n'entendra plus jamais parler d'un autre AZF, même si, évidemment, le risque zéro n'existe pas. Mais comment, justement, toute cette préparation à la communication de crise se fait, et même de catastrophe? Là, suite à ça, tu briefes des gens, tu mets en place une sorte de programme au cas où pour que ça n'arrive jamais. Explique-nous comment tu fais, Sophie, s'il te plaît. Là, ce qui est important, c'est de définir d'abord un cadre. Un cadre de base, c'est-à-dire ce dialogue de proximité, terrain d'entente. On part la base, c'est pas être juste sur la communication, c'est qu'on va communiquer sur des choses qui sont réelles, c'est-à-dire sur des vraies démarches de progrès. C'est-à-dire qu'il y a eu chez Arkema et puis chez les confrères dans la chimie, vraiment une volonté de progresser sur tous les aspects de la sécurité, que ce soit les aspects humains, les aspects techniques ou les aspects organisationnels. Donc, parallèlement à cette démarche de communication, a été lancée une démarche de sécurité renforcée, qui s'appelait la sécurité toujours en tête. Donc, c'était important pour que l'on communique sur des choses vraies, sur ce qui se passait réellement, et non pas sur des choses qui étaient juste du discours. Souvent, quand tu travailles sur de la communication de crise, de l'anticipation de crise, quand tu commences à dire aux gens, on va travailler sur le risque d'une explosion, d'un accident, d'un mort, la première réaction des gens est de dire ça nous arrivera jamais. Bah si, en fait, ça peut arriver. On espère que ça n'arrivera jamais, mais ça peut arriver. Et la première des choses à faire, c'est déjà de convaincre les gens, si on veut travailler sur la communication de crise, que tout peut arriver, même l'impensable. Donc là, on voit en ce moment, il y a beaucoup d'attaques cyber, par exemple. Ça peut toucher toutes les entreprises et ça peut avoir des conséquences énormes. Enfin, le groupe Jaguar Land Rover, là, ils sont à l'arrêt depuis 1 an parce qu'ils ont eu une attaque cyber et c'est une catastrophe. Et pourtant, ils ont probablement dû se dire, ça arrivera jamais. Et puis, on n'intéresse personne. On a une petite boîte on produit des automobiles, ça intéresse personne et on n'est pas une cible prioritaire. Et si, tout peut arriver. Donc il y a cette préparation et merci Jean-François d'avoir rappelé qu'il y a aussi des cyberattaques et que tu peux avoir ta boîte qui disparaît du jour au lendemain, particulièrement sur des plus petites structures. Et quand tu parles de Jaguar, qui est quand même une très grande marque et c'est pas une TPE, eh bien s'ils sont à l'arrêt à cause de ça, c'est quand même un peu compliqué. Donc là, quand tu fais comprendre que ça peut arriver, ou espérons que ça n'arrive plus, donc tu prépares tout le monde. Est-ce que tu trouves de potentiels porte-parole? Est-ce que tu écris des éléments de langage, comme on dit,
Comment ça se passe de ce côté-là ? Alors oui, bien sûr. Ce qui est important, donc, c'est d'avoir un fond. Donc, je vous ai parlé de cette démarche de sécurité. Et puis, bien sûr, alors là, j'étais aussi en travail, en collaboration avec mes collègues, évidemment, en centrale, hein, puisque moi, j'avais vraiment le pôle Rhône-Alpin était le plus gros pôle à l'époque. Hein, et donc, j'étais vraiment, moi, sur le terrain par rapport à mes collègues qui étaient, on va dire, au siège à Paris. Et donc, on avait vraiment un échange très constructif. Et donc, évidemment, préparation d'éléments de langage, c'est très important. Et sur le terrain en Rhône-Alpes, c'était moi le porte-parole un peu de ces sujets lors de toutes les parties, on va dire, de dialogue de parties prenantes. Hein. Voilà, quand il fallait aller rencontrer, alors pas toujours parce que je ne pouvais pas tout faire, il y avait aussi beaucoup les directeurs de sites, et moi j'apportais, je les aidais à, justement, avec ces éléments de langage, je les préparais lorsqu'il y avait surtout des, on va dire, des interviews, hein, en presse notamment. Donc il y a eu tout ce volet de relations presse, où c'était important, on le sait, de faire du training média pour nos porte-paroles officiels. Voilà, un directeur de site a évidemment un rôle de porte-parole, voilà, plus prégnant qu'un communicant. C'est normal. Ce qui est tout à fait normal, puisque c'est lui le sachant. Exactement. Jean-François, tu as connu ça dans ta carrière. Comment ça se passe ? Je vous pose la question à vous deux. Hein. Comment ça se passe ? Parce que est-ce que tout le monde veut parler devant un média ? Parce qu'on a toujours peur d'avoir Élise Lucet face à nous. Une sorte bon bref, vous avez compris l'image, quelqu'un qui ne va pas vous lâcher, mais en fait on s'aperçoit que la plupart du temps les journalistes ne connaissent pas nécessairement mieux les choses que vous, et fort heureusement, et tu viens de le dire à l'instant même, quelque part Sophie, c'est le directeur d'usine qui sait mieux, ou la directrice d'usine qui sait mieux les choses. Comment c'est pris justement par les opérationnels qui vont devoir potentiellement, après média training, passer devant les fameux médias ? Bon, après, je pense que c'est très variable et ça va dépendre beaucoup des gens. D'abord, ça dépend aussi de la situation de crise. Il y a des situations de crise qui sont des fois un peu plus faciles à gérer que d'autres. Et puis, ça dépend aussi des journalistes. Tu peux trouver des journalistes qui sont des journalistes qui doivent réagir vraiment à chaud, qui se lèvent le matin, ils savent pas du tout quel sujet ils vont traiter. Il y a un truc qui tombe et du coup, ils ont très peu de temps pour se renseigner sur le sujet. Et donc, ils arrivent avec des questions qui sont des questions assez... j'allais dire banal, facile, que tu peux anticiper relativement facilement. Et puis après, tu as les journalistes d'investigation qui, là, au contraire, vont travailler un sujet à fond et qui vont connaître le sujet sur le bout des doigts. Et là, c'est des questions beaucoup plus précises et des questions beaucoup plus pertinentes par rapport au sujet. Donc déjà tu as deux sortes de journalistes différents. Et puis après, si tu dois choisir un porte-parole, la règle, c'est déjà jamais d'exposer le président ou le DG, parce que derrière, si tu veux pouvoir monter, t'es coincé. Il y a plus personne au-dessus, donc voilà. Alors que si tu commences par quelqu'un qui est, responsable d'activité, si jamais il faut monter dans responsabilité, tu pourras trouver un responsable de site, etc., etc. Pour compléter ce que disait Jean-François, effectivement, en ce qui concerne les journalistes, si j'ai un conseil à donner, c'est de pouvoir entamer une relation, on parlait d'anticipation, de connaissances réciproques des journalistes locaux. Quand on est dans de la communication de proximité, il faut que le directeur du site, une fois par an, il reçoive le journaliste du Progrès, par exemple, à Lyon, et lui fasse part avec d'autres personnes. Et c'est ce qu'on a mis en place. Tous les ans, les directeurs recevaient les élus, les journalistes, un certain nombre de parties prenantes locales pour dire voilà ce qui s'est passé cette année, voilà ce qu'on va faire. Et donc, on crée une relation avec le journaliste où on se connaît. Ce qui fait que quand il y a la crise, du coup, c'est beaucoup plus facile d'interagir avec le journaliste. Ça ne veut pas dire pour autant que le journaliste, c'est ton pote. Voilà. Le journaliste, c'est jamais ton pote. C'est une relation de professionnel à professionnel. Il peut y avoir des relations amicales qui se créent, mais c'est reste de la communication et un échange professionnel. On vient de parler de crise, de sécurité, qui plus est dans la chimie, mais tu nous dis que quelques années après ça, on est passé à l'environnemental. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il s'est passé et ce que tu as mis en place ? Parce que là, tu as fait des choses absolument sensationnelles. Et je le rappelle encore une fois à nos auditrices auditeurs, tu as un vrai background. Non seulement tu es devenue une communicante, non pas sur le tard ni sur le tas, mais en tout cas, tu avais cette pédagogie et cette appétence au final, très clairement. Mais tu as un vrai background scientifique. Là, l'environnemental, c'est pour beaucoup des choses un peu nébuleuses, même en 2025, 2026. Explique-nous ce que tu as mis en place, s'il te plaît, Sophie.
Ce qu'il faut voir, c'est que lorsqu'on a mené les enquêtes, voir ces enquêtes d'opinion, parce que pour nous, l'objectif, c'était de voir si notre démarche de dialogue de proximité, elle portait ses fruits par rapport à nos objectifs, et de voir si dans les différentes thématiques, il y avait une évolution. Donc effectivement, une attente du public, on en veut plus sur l'environnement. Pourquoi ? Ça voulait dire qu'il y avait aussi des questions de pollution accidentelle ou au long terme, que ce soit des pollutions dans l'air, des pollutions dans l'eau ou des pollutions dans le sol. C'est quelque chose, un sujet de la pollution est toujours un sujet d'actualité pour toutes nos activités humaines, on va dire. Et donc, il y a depuis longtemps des choses qui sont faites pour supprimer cette pollution ou la prévenir, mais malgré tout, il reste quand même des sujets. Et donc, il y avait ces attentes de la population. Donc là aussi, avec les équipes, entre guillemets, responsables de l'environnement chez Arkema, ont mis en place des programmes pour réduire ces pollutions. Et donc, nous, pareil, on a communiqué sur ces sujets-là. Tu es crédible parce que tu comprends ce dont il s'agit. Tu sais donc le traduire. Je parle sous ton contrôle, Jean-François. Est-ce que tes collègues, alors qui savent d'où tu viens, ils savent que tu es du côté scientifique, mais aussi de la communication, les sachants, ils ont dit c'est un peu un écran de fumée, comment ils prennent ça? Ou est-ce qu'ils se disent oui, finalement c'est important parce que nos parties prenantes, les consommateurs, les gens qui sont autour de nous, ils sont très 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 attentifs au fait qu'on ne pollue pas, ou qu'on évite de polluer, ou qu'on essaye d'être neutre? Non, mais ça c'est très important. Alors au début, ce qui est assez amusant, c'est que quand j'ai pris mes premières fonctions en communication, on va dire régionale, juste pour aider les sites, j'avais de la part des communicants un peu dire mais bon, qu'est-ce qu'elle vient faire, est-ce qu'elle vient nous prendre notre travail, voilà, il y avait une approche un peu méfiante. Et puis voilà, moi j'ai continué à avancer avec comme tel que je suis, et finalement de plus en plus les communicants se sont appuyés sur moi parce qu'ils n'avaient pas ce background technique et scientifique. Et donc ça m'a permis aussi d'avoir une vraie légitimité de discussion avec les directeurs de sites. Et quelques années après, au contraire, ils m'appelaient parce que ils avaient besoin de moi et ils n'avaient même plus personne sur les sites pour faire ce travail-là. Tu étais la sachante absolue. Si on veut. Merci.